Donc je voulais voilà donc évoquer avec vous le regard d'une économiste sur finalement les avis que nous avons rendus récemment. Alors, je le dis aussi pour mes collègues et notamment Sophie Crozier qui fait aussi partie du Conseil consultatif national d'éthique. Hein, c'est ici mon regard et je vais me permettre de parler de ce qu'on ne doit peut-être pas faire d'habitude, mais qui est de parler de l'avis final, mais aussi de la manière. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est la version 2 qui est posée là, mais je me débrouillerai avec. Oui, super. Et c'est aussi mon regard parce que j'ai vu la manière dont nos critères pouvaient être perçus également par les autres collègues des autres disciplines et des autres positions. Alors, tout d'abord, pour dire que le CCNE a énormément réfléchi aux questions de priorisation. Alors, tout d'abord, hein, dans un avis important qui renvoie directement à ce qui a été évoqué par Valérie Paris, un avis 135 dont j'ai été rapporteur avec Sophie Crozier et qui était concerné sur l'accès à l'innovation thérapeutique et des enjeux éthiques posés par cet accès. Je reviendrai dans quelques secondes, hein, mais donc l'enjeu, c'est bien celle que pose l'accès aux médicaments innovants et chers. Et puis la pandémie est arrivée. Alors la vie 135, nous avons eu des réflexions très très longues hein, pour le produire. Et donc là, je vais me permettre de détailler un des éléments du processus de décision. Et puis nous avons émis des avis dans un temps évidemment beaucoup plus court en raison de la pandémie, ce qui n'est pas l'usage au CCNE hein, qui prend le temps de la discussion, de la délibération. Mais là, l'urgence de la pandémie nous a conduit à émettre des avis dans des temps extrêmement rapides. Hein. Vous voyez, le premier quand même que nous avons sorti était le 13 mars, un second le 20 mai. Donc vous voyez, nous avions quand même finalement peu de recul sur la pandémie et peu de temps d'échange entre nous. Et puis, nous avons produit un avis hein, beaucoup plus tard, en novembre, sur vraiment la priorisation dans l'accès aux soins dans le cadre du fameux tri hein, dans un système de soins sous forte tension. Et enfin, nous avons évoqué les questions des enjeux éthiques engagés par la politique vaccinale. Alors, quelles sont mes réflexions au regard de l'ensemble de ces discussions qui ont été pour moi extrêmement enrichissantes? Alors, la première chose, c'est qu'en tant qu'économiste, on ne s'en rend même pas compte, mais on est extrêmement conséquentialiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les économistes sont un peu froids parfois et se disent quelque part que la fin justifie les moyens et que donc nos critères d'évaluation d'une politique publique sont ceux évoqués par Valérie Paris il y a quelques minutes hein, et de regarder finalement si une politique aboutit à de bons résultats. Et donc, c'est bien les outcomes finaux qui nous intéressent et pas tellement, finalement, le caractère éthique des procédures qui amènent à ces résultats finaux. Alors, je dirais que la médecine hein, est également extrêmement conséquentialiste, puisqu'on juge les traitements avant tout au regard de leur efficacité. Mais je me suis rendu compte que lorsqu'il s'agissait de juger d'une politique publique, eh bien, le regard de ces mêmes médecins n'était peut-être pas les mêmes sur le caractère éthique de toutes les procédures. Et le CCNE est composé également de personnes qui sont, par exemple, juristes, philosophes, théologiens, biologistes, etc. Et donc, l'ensemble de ces spécialistes aussi des questions éthiques dans le champ de la bioéthique peuvent avoir des positionnements radicalement différents et que les principes d'éthique médicale eh bien, peuvent se référer à d'autres questions qu'une pure optique conséquentialiste. Alors, par exemple, hein, l'avis 135 est posé comme le problème de l'accès aux médicaments innovants. Et donc, une question qui nous a traversé pendant longtemps dans le groupe, qui était sous-jacente, c'était est-ce que finalement le problème que nous posent ces médicaments, c'est bien sûr le fait qu'ils remettent en cause la soutenabilité des dépenses de santé, et c'est évidemment la première des motivations, mais est-ce qu'il y avait également un problème attaché au niveau de profit des entreprises du médicament? Et celles-ci, indépendamment du prix final que cela impacte, que cela induise. Je veux dire par là que nous avons eu toute une discussion sur la justesse de la rémunération
Et la justesse de la négociation, et en s'y disant, mais finalement, est-ce que notre seul problème, c'est l'accès aux médicaments ou c'est le caractère juste des rémunérations des acteurs qui ont permis d'aboutir à la production de ce médicament et à sa diffusion. Et cet avis évoque la question du juste profit, évoque la question de la juste rémunération de la recherche publique. Et finalement, ça n'est pas que le résultat final en termes de niveau de prix et niveau d'accès pour les patients, parce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que des organisations à but lucratif peuvent être meilleures, par exemple, que des opérateurs à but non lucratif pour casser les prix, pour rechercher le profit et donc pour obtenir de l'efficience. Mais nous nous sommes rendus compte dans les débats que cette juste rémunération était aussi un enjeu qui nous paraissait éthique et important. Ensuite, la question que l'on s'est posée, c'est la place de la question des critères d'efficience et des jugements à porter sur les choix donc des médicaments à retenir. Une question qui nous a traversé dans cet avis et qui nous a traversé ensuite quand il s'agit de parler de la priorisation dans l'accès aux soins pour les patients atteints de formes graves de la COVID-19. Et on s'est vraiment demandé si l'on avait le droit de penser à la juste priorisation, si on posait comme principe prioritaire que l'accès aux soins de tous était un principe supérieur, prioritaire. Et finalement, est-ce qu'on avait le droit d'arbitrer entre la santé et d'autres questions, ou est-ce que finalement, il fallait au départ chercher un double optimum, un optimum de santé pour la population et par ailleurs, cet optimum, donc voilà, de vouloir des soins pour tous, de vouloir une société heureuse en tout, mais que la question d'arbitrage était un petit peu gênante. Alors cette question, elle nous a traversé. Et on s'est aussi posé la question même de savoir si, indépendamment de poser la question de la priorisation, est-ce que choisir finalement, c'était vraiment éthique? Et c'est la question que posait ce matin Paul Lou en disant, est-ce que finalement on accepte l'idée que le sort d'un être humain relève d'un choix, ne serait-il social, Et enfin, la tentation forte de se dire, mais finalement, on peut éviter ce choix, il y a un moyen, c'est celui d'augmenter les moyens. Et donc, tout le premier avis a été traversé par cette question, mais faut-il vraiment choisir? Ne peut-on pas faire des économies ailleurs dans le système de santé? Et on voit bien que il y a des questions cette question du choix et de ne regarder que le résultat final est un problème. Alors cette posture, pour moi, qui se rapproche plus de la justesse des procédures et d'une approche déontologique, eh bien moi je pense qu'elle finit peut-être par amener certaines personnes à avoir une difficulté à admettre certaines formes de réalité et à regarder les résultats en face, ou en tout cas, tant qu'on ne les a pas regardés, on part du principe que si la procédure est bonne, les résultats doivent être bons. Alors effectivement, la difficulté à admettre que oui, le budget est limité, et oui, qu'il y a de bonnes raisons qu'il le soit, et que non, augmenter, ça n'est pas la seule solution. La difficulté à admettre que, par exemple, la question des prix élevés ne provient pas simplement du goût pour les profits de l'industrie pharmaceutique, mais que nous avons aussi un rôle en tant que régulateur, et que accepter des prix élevés, c'est donner des incitations à l'industrie et entretenir la dynamique, certes de l'innovation, parce qu'on encourage l'industrie à produire de l'innovation qui crée de la qualité de vie, mais ça entretient aussi la dynamique de prix. Nous avons aussi des difficultés entre nous, à admettre que oui, si on ne priorise pas, la tentation a été au début de ne pas vouloir parler de priorisation dans les premiers avis que nous avons sortis sur la Covid-19, mais on s'aveugle un peu en se disant on n'en est pas encore là. Et donc se dire finalement, voilà, si on priorise pas, il y aura des choix, mais on a une difficulté à admettre que les choix que l'on va faire, eh bien, ils vont certainement se faire sur des critères qui ont très très peu de chances d'être éthiques par hasard. Et donc, ils peuvent être le fruit d'une réflexion par les soignants pour qu'ils les mettent en œuvre, mais il y a de fortes chances qu'au niveau collectif, ils ne soient pas complètement justes.
on a eu aussi, pour certains, des difficultés à admettre que le tri existait déjà et donc que nous devions d'écrire quelque chose sur ces priorisations parce que c'était une réalité. Et puis, ce qui m'a frappé travaillant là-dessus depuis des années, hein, c'est la difficulté. Alors là, pas qu'au sein du CCNE, mais dans l'ensemble, j'allais dire, de la sphère publique, hein, comment la question des inégalités sociales de santé sont apparues dans cette pandémie, alors qu'on les connaît depuis très très longtemps, et qu'elles sont aussi le choix de nos politiques en matière de santé, que ce soit dans les niveaux de remboursement où on accepte des renoncements aux soins. On a eu des discussions aussi dans les durées, la limitation de la durée légale de l'IVG, hein, qu'on avait une question d'accès par cela, et donc quelque part c'est la décision qu'on va prendre qui va entretenir ou pas ces inégalités, et aussi les questions de décisions qui ont pu être prises, hein, que finalement choisir de confiner, c'était sauver certains, exposer les professions essentielles, et que là encore la vaccination va produire des injustices. Et donc cette question, hein, moi, m'a vraiment interprété de la manière de concilier ces deux logiques finalement, de s'intéresser aux principes et de vouloir promouvoir les principes et les garantir et vouloir les garder comme principe, comme un cap, mais dans le même temps, comment on se confronte à la réalité des résultats. On s'est ensuite posé évidemment de nombreuses questions qui, avant tout, mettent en jeu la question de l'équité dans l'accès aux soins pour tous. Et cette question traverse évidemment tous les avis du Conseil national de l'éthique, que ce soit dans le droit à l'accès au traitement le plus innovant. Et j'allais dire que là, ça renvoie à ce que moi j'appellerais l'équité verticale dans l'accès aux soins, hein, s'assurer que les plus malheureux, les plus en mauvaise santé, ceux qui ont les maladies, sont atteints des maladies les plus graves, ont vraiment accès à la nouvelle technologie. Et finalement, nous nous intéressons plus dans nos évaluations quotidiennes, j'allais dire, de l'accès aux soins équitable entre groupes sociaux pour l'accès aux soins minimaux. C'est évidemment une question extrêmement importante qui traverse ces avis, mais qui peut-être est posée de manière moins criante dans l'ensemble des avis que celle de l'accès des malades. Alors, évidemment, ça va poser les questions de savoir si toutes les pathologies sont considérées et doivent être considérées de la même manière, dès lors qu'elles sont graves et coûteuses, ou les maladies, j'allais dire, chroniques plus du quotidien. Et cette question, évidemment, nous a traversé hein, quand on s'est posé la question des premiers avis sur la Covid-19 ou lorsque les soins se sont arrêtés, on s'est évidemment posé la question de l'accès des autres malades au traitement. Et cette question, on se l'est posée assez tôt. Hein. On a alerté dans les premiers avis sur cette question-là. Et elle nous pose voilà, cette question de comment concilier l'accès aux soins de tous pour toutes les pathologies. On a vu que les avis d'efficience portent vraiment au sein d'une même pathologie. Là, il était question d'arbitrer entre pathologies, ce qui est encore plus délicat. Alors, je voulais juste signaler que par rapport à d'autres critères d'équité, évidemment, nos avis discutent de l'équité face à la santé in fine, mais j'ai presque envie de dire que cette question est vue comme un corollaire hein, de l'accès aux soins avant tout et qu'il n'y a pas, à part certains avis très spécifiques comme par exemple celui sur les migrants, mais ou celui d'ailleurs sur la question de la santé des personnes âgées, hein, qui a aussi été question dans la pandémie, nous nous sommes posé beaucoup de questions sur l'accès aux soins. Enfin, l'équité dans le financement des soins est finalement vue comme plus secondaire ou instrumentale pour garantir l'accès aux soins, mais ne fait pas l'objet de réflexion en tant que telle. Alors, pour finir, évidemment, quelle priorisation? Donc, quel traitement choisir? Quel problème de santé choisir également? Alors, concernant la question du traitement, évidemment, moi je dirais que j'ai vu une très grande évolution de nos discussions et je dirais que l'avis 135 du CCNE reconnaît la pleine place hein, de la question de l'évaluation de l'efficience, mais j'allais dire que ça n'a pas été qu'un long fleuve tranquille et je parle de l'acceptation lente de la recherche d'efficience comme un critère éthique garantissant l'accès. Et j'allais dire que c'était que pour certains de mes collègues, c'était plus vu comme j'allais dire, un choix difficile à faire lié à une rareté d'une ressource inacceptable, mais plus qu'une véritable réflexion sur le fait que oui, vouloir chercher l'efficience, c'est-à-dire vouloir utiliser des ressources
pour des traitements qui en valaient le coup, c'est-à-dire dont les bénéfices excédaient les coûts, c'était une exigence éthique forte. Et pour certains, au départ, c'était pas si évident que ça. Mais évidemment, cette réflexion a été faite et je pense maintenant partagée et clairement énoncée dans l'avis 135. Alors évidemment, il y a toujours des discussions sur les instruments. Hein. Le QALY, qui est une manière de mesurer l'utilité, hein, le bien-être associé aux années de vie en bonne santé, hein, est-il un instrument suffisamment sensible pour rendre compte de la spécificité de toute pathologie, hein? Ça, effectivement, il y a tout de suite une réticence. Hein. Même si l'idée de la recherche d'efficience est acceptée, on a toujours une discussion sur, finalement, le fait que les indicateurs que l'on utilise vont véritablement être suffisants pour garantir cette équité, surtout si on voulait employer ce genre de critères pour discuter des choix entre pathologies et entre traitements. Et une autre question qui nous a fait beaucoup discuter, c'est que finalement, oui, bien sûr, il y a la question des priorités entre le fait de sauver des vies et améliorer la qualité de vie. Et il me semble clair que finalement, les choix qui ont pu être faits dans la politique, mais quelque part dans les discussions que nous avons eues aussi, il me semble que l'on voit quand même cette priorité, alors absolue pas absolue, mais qui me semble importante, qui est donnée à la recherche de la survie plus qu'à l'amélioration de la qualité de vie. Néanmoins, nous l'avons discuté et nous sommes en train de le discuter encore à nouveau à travers les choix qui ont pu être faits, par exemple, entre les traitements Covid et non Covid. Alors, pour finir, je parlerai de la difficile question de la valeur de la vie et de quelle vie. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, le CCNE reconnaît l'intérêt de l'évaluation médico-économique comme outil, mais peut-être avant tout de négociation des prix. Hein. On a eu de longues discussions. Est-ce que l'on peut accepter de recommander d'avoir une valeur seuil? Voilà, il y avait les tenants du fait que la valeur seuil, c'était bien parce que ça donnait un cap, une référence hein, pour situer les innovations et situer leur valeur. Mais il est clair que pour beaucoup d'entre nous, cette question est rendue difficile d'avoir une valeur seuil, c'est-à-dire de donner une valeur à la vie, de donner une valeur monétaire à la vie, à la qualité de vie. Et l'idée de suspendre un choix à une valeur seuil est quelque chose qui est jugé comme non éthique par un certain nombre de personnes et cette question est évidemment tout à fait respectable. Alors, ce qui est certain, c'est que la pandémie a changé des choses hein, et le fait que l'on soit tous confrontés dans notre quotidien à des restrictions de notre liberté, à voir les difficultés économiques, l'accumulation des problèmes scolaires, etc., l'augmentation des problèmes de santé hein, pour les autres patients nous a évidemment amené tous, chacun d'entre nous, à nous poser la question de ces arbitrages qu'on croyait quelque part un peu évitables, hein, même parmi les économistes qui disent oui, il faut choisir, on espérait pouvoir ne pas faire de choix trop durs. Et pour autant, hein, là, ces choix sont arrivés comme une évidence et les conséquences de ces choix, on les a vues. Et donc, du coup, il est certain que pour chacun d'entre nous, il était plus facile de se poser la question, alors peut-être pas du choix, mais de savoir comment concilier hein, la vie, la santé, mais aussi le respect des autres dimensions de la vie et de la liberté. Et le premier avis du CCNE suite à la pandémie et les réflexions que nous avons actuelles hein, sur ce que serait une santé publique de demain, nous amène à repenser ces questions. Alors, je ne sais pas encore si c'est sous l'ordre véritablement d'arbitrage, de valeur de la vie, de disposition à payer pour la liberté, pour la santé, mais néanmoins, moi, je vois qu'il y a une profonde transformation du débat et une capacité à débattre de cette question de manière certainement moins passionnelle qu'elle ne l'était au début. Et puis enfin, nous avons ces autres questions qui sont récurrentes dans les avis du CCNE et
sur lequel il est bien difficile de discuter, sur lequel nous avons aujourd'hui bien du mal à avoir des positions, en tout cas nous discussions des enjeux éthiques, qui est la difficile question de l'âge, hein, et des choix que l'on fait entre les générations, hein, qui ont connu des événements différents, les âges de la vie, et finalement des priorisations qui semblent à la fois en faveur et en détriment de certaines personnes âgées en même temps, pour des raisons diverses, hein, en privation de liberté, par exemple, en difficultés économiques, mais aussi dans le même temps des traitements qui ne pourraient plus être efficaces. Voilà, donc quelque part, pour conclure, je dirais que oui, la question de priorisation traverse beaucoup des avis du CCNE. Ils les ont énormément traversés pendant la crise, mais ces questions étaient là avant, elles seront là après. Et il me semble en tout cas que le dialogue, hein, est engagé, et que je dirais aussi que c'est intéressant pour l'économiste que je suis d'avoir pu partager des débats avec des personnes qui n'avaient a priori pas les mêmes points de vue, et pour qui certains éléments qui sont évidents pour des économistes ne le sont pas pour des philosophes, et pourquoi certains éléments qui paraissent évidents pour certains philosophes ne le sont pas pour des économistes. Voilà. Et moi, je vous remercie. Et donc, ça plaide pour ces échanges très intéressants, pluridisciplinaires. Merci beaucoup Florence pour nous avoir fait partager brièvement et sur des sujets très complexes une partie des débats du CCNE. Et on voit bien que dès qu'on veut réfléchir à des critères de priorisation, les choses se compliquent, hein, même si on peut éthiquement se convaincre que c'est une bonne chose et qu'on y réfléchit concrètement, c'est compliqué. Et on va maintenant passer la parole à Caroline Isambert, qui va nous parler plutôt des règles de priorisation dans la vie pratique, j'ai envie de dire, et pas directement des critères de priorisation qui sont réfléchis de manière systématique. Alors Caroline Isambert est historienne, et elle est aujourd'hui directrice du plaidoyer à l'association AIDE, et je vais immédiatement lui laisser la parole.